Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés pour ce 4e et dernier live des Trophées des femmes de l'économie. Le dernier, mais pas des moindres, puisque ce soir, nous allons remettre le prix Femme Chef d'entreprise, c'est-à-dire que nous allons récompenser une femme, une dirigeante, dont le parcours, le projet, les réalisations ont valeur d'exemple. Et pour cela, comme pour nos 3 éditions précédentes, nous vous ferons voyager sur tout le territoire en vous présentant des finalistes issus des régions de France. Et comme pour nos 3 précédentes éditions, cette année s'est installée confortablement chez vous, que vous allez donc les découvrir. Une version digitale, certes, mais pour cette 4e remise de prix, on a gardé notre jury, celui qui nous accompagne depuis le début de cette saison et qui a travaillé dur pour désigner 3 lauréates par prix. Un jury que nous remercions évidemment et très sincèrement pour son implication malgré les circonstances et pour ce palmarès riche, vous allez le voir, qu'il nous délivre ce soir. Et puis un grand merci aussi évidemment à nos partenaires, toujours aussi nombreux, qui nous accompagnent dans cette belle aventure des Trophées des femmes de l'économie. Parmi eux, le groupe IGS, les CFA du groupe IGS, Harmonie Mutuelle, la Caisse d'épargne et enfin le partenaire associé majeur du prix Femme Chef d'entreprise que nous remettons ce soir, j'ai nommé Apicap. Merci à vous tous évidemment. Alors après avoir remis il y a quelques semaines pour ceux et celles qui nous suivent le prix Femme porteuse de projet, puis le prix Innovation sociale, puis le prix Femme chef d'entreprise prometteuse. Ce soir, c'est donc le prix Femme chef d'entreprise tout court que nous allons remettre. Dans ce live, plusieurs temps forts, plusieurs rubriques. La première, le témoignage inspirant, évidemment, un incontournable que vous adorez. La deuxième sera consacrée à notre partenaire associé du prix Femme Chef d'entreprise, j'ai nommé Apicap. La 3e rubrique, eh bien, c'est celle de la découverte du palmarès tant attendu et vous verrez que là encore, il est riche en profils étonnants. Et puis la 4e rubrique, ça c'est la nouveauté de cette année 2020 et vous l'adorez, eh bien, nous vous mettrons à contribution pour sauver l'une de nos finalistes et attribuer le prix des réseaux. Et parce que c'est le dernier live et parce que vous ne l'avez pas encore entendu depuis le début de ces nouveaux rendez-vous, nous échangerons aujourd'hui et nous en sommes ravis avec le fondateur des Trophées des femmes de l'économie, j'ai nommé Pierre Dantès. Mais tout d'abord donc, le témoignage inspirant. Et ce soir, c'est Catherine Testa, la cofondatrice du site l'optimisme.com qui nous accorde un entretien. Je voudrais vous préciser qu'elle est également l'auteure du best-seller Oser l'optimisme et une conférencière extrêmement demandée. Et on est d'autant plus ravis de l'avoir avec nous ce soir, Catherine Testa, qui nous fait donc le bonheur d'avoir accepté de témoigner pour nous ce soir. Bonjour Catherine et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, première question, c'est quoi l'optimisme? Alors bonjour à tous et à toutes, ravie d'être là ce soir, ravie d'intervenir à un événement comme celui-là. Et pour répondre à la question, je crois que l'optimisme, c'est le prérequis à toute action. En fait, c'est l'idée qu'on peut construire une société de demain différente et qu'on va y participer. C'est quelque chose de très responsabilisant et c'est quelque chose que toutes les femmes qui entreprennent connaissent. C'est très, 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 très loin de la naïveté qui est la caricature de l'optimisme comme on peut avoir en France. Alors, je comprends bien la différence que vous faites entre l'optimisme et la naïveté, mais comment vous en êtes arrivé là? Racontez-nous un peu votre parcours, ce parcours qui a fait que vous avez choisi l'optimisme comme credo. Je crois que je fais partie de ces parcours complètement atypiques. En l'occurrence, j'ai commencé dans le développement durable, donc je suis diplômée en physique-chimie à la base, oui. Et j'ai travaillé à partir de l'année 2006 dans le domaine du développement durable à une époque où tout le monde me disait « mais ma pauvre Catherine, tout le monde s'en fout du développement durable ». Ensuite, je me suis intéressée à tout ce qui était marketing, digital. J'adore explorer ce qui est nouveau et à chaque fois, on me dit « mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt ce que tu fais ». Et
forte de ces deux sujets qui étaient pour moi des sujets qui étaient des révolutions ou des évolutions de notre société, j'étais convaincue qu'il y en avait un qu'on oubliait, c'était l'humain et c'était l'agilité auquel on devait tous faire face demain pour construire la société face à ces deux changements majeurs qui étaient le développement durable et le digital et le numérique. Et j'ai réfléchi à quoi faire, en l'occurrence, et je me suis dit qu'il fallait redonner à chacun le pouvoir de l'action et qu'en France, on oubliait l'optimisme, et j'en avais marre qu'on se focalise en permanence sur ce qui ne va pas. Et de là est née l'idée de parler des initiatives positives, que ce soit dans la société ou dans le monde du travail, parce que j'étais convaincue que les choses, elles allaient changer, et d'une, par l'individu, souvent l'individu dans le territoire, et de deux, par l'exemple. Je crois que théoriser ne sert plus à grand-chose. Par contre, montrer, donner l'exemple est la seule façon qu'on peut avoir aujourd'hui de contribuer à notre contemporanéité. Donc, vous avez créé ce fameux site www.l'optimisme.com que je vous encourage à aller consulter, ce que j'ai fait pour préparer cette interview. Et mon Dieu, oui, que c'est bon de voir beaucoup de bonnes nouvelles. Vous avez parlé de notre pays en disant en France, on n'était pas très optimiste. On est moins optimiste en France qu'on ne l'est partout ailleurs? Je ne sais pas si on peut faire des tendances comme ça. Il y a beaucoup d'études qui disent qu'on est parmi les pays les plus pessimistes au monde, mais ça vient probablement de notre sémantique, en fait, de la façon dont on pose les questions, parce que le « êtes-vous heureux » en Angleterre, le « are you happy » c'est facile, on est happy d'aller boire une bière, quoi. Globalement, « êtes-vous heureux » en France, ça n'a pas la même connotation, de même que « êtes-vous optimiste » n'a pas la même connotation. Donc, je ne dirais pas que c'est une tendance forcément de fond. Par contre, c'est quelque chose que notre intellectualisme français vient chérir. C'est-à-dire qu'en France, on paraît plus érudit. Vous regardez en société à parler des problèmes, à parler de ce qui ne va pas. On paraît toujours, vous savez, quand on parle du développement durable, on paraît plus intelligent à évoquer les crises sociales, économiques, démographiques, politiques, et j'en passe. Et quand il s'agit d'aller demander aux autres, alors toi, tu fais quoi? Ah bah non, tu sais, on peut pas faire grand-chose, de toute façon, c'est la faute d'un tel et d'un tel. Et on n'a pas cette culture de l'optimisme en se disant, mais attends, on peut changer les choses. En l'occurrence, ceux qui innovent changent les choses, ceux qui vont sur un cours de tennis pour gagner un match sont optimistes, etc., etc. Et en France, c'est mal vu parce que c'est confondu avec une sorte de bienheureux naïf. Et donc, on n'ose pas forcément dire qu'on est optimiste parce qu'on paraît un peu plus couillon. Voilà. Et ce que je dis à tout le monde en permanence, ça va être regardez, il est beaucoup plus facile d'être pessimiste. Regardez les films qui sortent, toutes ces dystopies, donc ces scénarios catastrophes. On est tous capables d'imaginer des scénarios catastrophes. Une bonne pandémie, un bon tremblement de terre, un bon tsunami, une invasion martienne. On est biberonné à tout ça. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'une utopie? Intellectuellement, c'est beaucoup plus difficile à imaginer. Alors, à tous ceux qui me disent que l'optimisme est naïf, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus difficile comme exercice que le pessimisme. Et est-ce que, je suis assez d'accord avec vous, et est-ce que l'optimisme est féminin? Est-ce que les femmes sont plus aptes que les hommes à l'optimisme? On a 10 minutes, je ne peux pas me lancer sur des grandes théories. Par contre, j'en aurais peut-être une qui est que l'optimisme, ça demande parfois de faire front à ce que l'ego pourrait aller transporter d'intellectualisme. Ça vient aussi chercher un peu de résilience. C'est un peu comme au démarrage du développement durable. En fait, au démarrage du développement durable, c'était hyper curieux. Alors, soit on plaçait des stagiaires, soit des gens en fin de carrière, soit c'était des femmes qui étaient très actives, qui prenaient à bras-le-corps le sujet parce que dans pas mal d'entreprises, c'était pas vu comme un enjeu business, donc ça n'intéressait pas foncièrement jusqu'à ce qu'on comprenne le levier que pouvait être le développement durable dans les entreprises et que les femmes, que les hommes aussi s'y intéressaient. C'est un peu la même chose pour l'optimisme, à mon avis. Il y a des hommes qui sont franchement optimistes,
tous les entrepreneurs sont des optimistes, etc., etc. Par contre, le sujet n'étant pas, entre guillemets, business, eh ben, c'est d'abord peut-être des femmes avec peut-être un peu moins d'ego, un peu plus de résilience aussi, un peu plus d'envie combative de donner aussi à ses enfants, mais que les hommes ont tout autant. Donc, j'ai pas trop envie de dire que c'est homme-femme, j'ai plutôt envie de dire que c'est quelque chose probablement d'assez encore atypique et réservé à ceux qui ont suffisamment confiance en eux en se disant, alors attends, je peux être pessimiste, mais je peux aussi être optimiste et je vais faire ce choix de l'optimisme. Alors ce soir, on remet des trophées à des femmes chefs d'entreprise et Dieu sait si, et vous l'avez souligné, pour être entrepreneur, il faut être optimiste, puisque vous l'avez dit aussi, on construit beaucoup plus de choses en étant optimiste qu'en étant à l'inverse pessimiste. Alors, revenons quand même quelques secondes justement sur le contraire de l'optimisme, le pessimisme. Vous dites que les réseaux sociaux ont accéléré le pessimisme. Et donc, c'est une espèce de spirale dans laquelle on est, aspiré, ce pessimisme. Ouais. C'est ni plus ni moins que le poids de l'algorithme, en fait. Si vous regardez mes réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez sur mon LinkedIn, sur mon Instagram. Alors, vous pouvez pas voir ce que moi je vois. Par contre, vous pouvez voir qui je partage ou qui je publie. On a l'impression que le monde est incroyable, qu'il y a des gens qui agissent absolument partout parce que j'ai éduqué mon algorithme à aller me chercher des gens qui sont en train d'agir, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la ville, etc., etc. Aujourd'hui, Internet, qui est censé nous ouvrir sur le monde, en fait, nous renferme sur notre propre vision de nous-mêmes. Donc, plus on va cliquer sur des mauvaises nouvelles, plus on verra de mauvaises nouvelles. Et à l'inverse, en fait, plus on va sélectionner des réseaux peut-être d'entrepreneurs, justement, pour voir d'autres agir, plus on va les voir. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est qu'on est biberonné à des images, en fait, où on a l'impression que les réseaux sociaux nous envoient des images d'entrepreneurs parfaits, qui sont beaux, qui sont successful, qui sont intelligents, etc., etc. Et la même chose dans les vies de famille, quand vous regardez ces mamans sur Instagram, il y en a quand même beaucoup qui sont en train de vous montrer des clichés parfaits, et quand bien même elles ne sont pas parfaites et elles prônent l'imperfection, elles sont presque parfaites dans leur imperfection. Donc, on se dit toujours, c'est mieux ailleurs, les autres ont mieux et moi, je suis tout petit par rapport à ça et de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Donc, cette histoire de réseaux sociaux, ça nous renvoie à un immobilisme et à c'est mieux chez les autres en permanence et on oublie qu'entre les deux, on peut aller chercher et on peut contribuer. Et c'est pour ça que je me méfie toujours beaucoup des réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont l'impression que j'ai une vie parfaite, ce qui n'est pas la réalité. En tout cas, vous avez le sourire et ça fait du bien. Alors, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, une question en deux. D'abord, est-ce que vous pensez que l'optimisme est contagieux? Et quand je vous entends, j'ai quand même l'impression que c'est une réalité. Et s'il est contagieux, s'il vous plaît, contaminez-nous parce qu'on en a besoin en cette fin d'année 2020 où on a eu peu de raisons de se réjouir. Quel message optimiste vous avez envie de faire passer à celles qui se sont connectées et à ceux qui se sont connectés ce soir avec nous? Alors, le premier, c'est que oui, l'optimisme est contagieux. Regardez, si vous vous entourez de personnes qui, au quotidien, vous disent que rien ne va, que rien ne peut aller, que de toute façon, on ne peut rien y faire, j'ai envie de vous dire, vous êtes certain qu'à la fin de la journée, vous irez pas mieux. Par contre, entourez-vous de femmes entrepreneuses, comme vous pouvez avoir, comme de femmes actives dans l'économie, etc., etc. Et vous vous direz, il y a plein de gens qui agissent. Pourquoi pas moi? Donc oui, c'est contagieux. Et comment éduquer son optimisme? J'ai envie de vous dire, en travaillant ce regard, en choisissant qui on va regarder, qui va nous inspirer au quotidien, en ne consommant pas non-stop de l'information, disons-le, et surtout en agissant. On ne peut être optimiste que quand on fait quelque chose, quoi que ce soit sourire à son voisin pour rendre sa journée un peu plus belle, appeler un collègue, etc., etc. Il n'y a pas de petites actions. Par contre, l'optimisme commence par la responsabilité individuelle et par l'action. Donc, agissez pour les autres, mais aussi pour vous. Si vous aimez dessiner, ne vous dites pas que c'est secondaire, dessinez. Voilà, ça serait vraiment mes clés. Cultivons le lien, mais le lien envers les autres et le lien envers soi. Merci beaucoup, Catherine Testa, pour tous ces conseils, pour cette joie de vivre, cet optimisme qui va donc devenir notre mot d'ordre à toutes désormais, si ça n'était pas déjà le cas. Merci beaucoup. Tout de suite, gros plan sur le partenaire de notre prix du jour, le prix Femme Chef d'entreprise.
Et ce partenaire, celui qui a choisi de porter le trophée que nous allons remettre ce soir, je vous le disais en préambule, c'est Apicap, la société de gestion indépendante spécialiste du capital investissement en circuit court dans les PME et en immobilier. Et je suis ravie de vous présenter Claire Gomard, qui est co-gérante et cofondatrice du fonds Women Leadership Capital, mais également partenaire d'Apicap et qui nous fait le plaisir d'être en live avec nous ce soir et on l'en remercie. Bonsoir Claire, merci beaucoup d'être avec nous. Première question, elle est toute simple. Pourquoi avoir fondé ce fonds Women Leadership Capital, dont on comprend la signification via ce nom, mais de quel constat êtes-vous parti pour le créer, ce fonds? Bonsoir Priscille, enchantée et merci beaucoup de nous questionner. Bonsoir à tous. Effectivement, donc nous avons créé un fonds dédié au financement des PME dirigées par des femmes ou avec une mixité satisfaisante dans leur comité exécutif. Et ceci part d'un constat assez simple, c'est que le nombre de sociétés financées par des fonds est vraiment trop faible au regard des sociétés dirigées par des femmes. Aujourd'hui, 15% des PME sont dirigées par des femmes en France et ces 15% ne représentent que 3% des opérations de private equity. C'est vraiment trop faible et l'ambition est de pouvoir essayer de faire progresser ce chiffre. C'est une jolie ambition parce que c'est vrai qu'au vu des chiffres que vous nous présentez, la tâche paraît énorme et j'imagine d'ailleurs que c'est aussi par rapport à cette injustice que vous avez choisi et souhaité d'être partenaire des trophées des femmes de l'économie. Ces constats et le fait de voir aussi peu de femmes dans les entreprises vous a donné envie de soutenir cet événement? Effectivement, oui, puisque, comme je vous disais, ces 15% de sociétés dirigées par des femmes représentent 10 000 sociétés en France. Et pour avoir 10 000 PME et ETI dirigées par des femmes, il faut déjà avoir un certain nombre de startups, un certain nombre de TPE. Et ce sont ces sociétés qui répondent au trophée des femmes de l'économie. Et donc, c'est des personnes que nous souhaiterions connaître et accompagner sur la durée pour essayer d'atteindre ces tailles de sociétés. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus compétitif et il est nécessaire d'être entreprise durable et répondre à des problématiques économiques et sociétales. Et nous serions ravis de pouvoir donc les rencontrer, échanger, les accompagner et notamment leur faire bénéficier du triptyque Women Leadership Capital, notamment de son club dans les territoires, de son indice Performance Mixity et de son programme de mentoring. Donc, c'était tout naturel de pouvoir, et d'ailleurs honoré de pouvoir les rencontrer, d'échanger, de les mettre dans notre écosystème de dirigeants, dirigeantes et rôle modèles. Oui, parce que le territoire, hein, vous me l'avez dit en préparant cet événement et vous venez de le souligner, c'est une notion qui est importante pour vous et vous avez choisi de porter plus particulièrement le prix Femme Chef d'entreprise et vous avez pris soin, vous venez de nous le dire, de prendre contact avec chacune de nos 6 finalistes. Vous les avez rencontrées, vous avez échangé avec elles. Alors, rencontrées de manière virtuelle, hein, je rassure tout le monde, Covid oblige, mais en tout cas, vous avez rencontré toutes ces finalistes, vous y teniez particulièrement. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Quel est le message que vous avez envie de faire passer aux femmes entrepreneurs ce soir? Effectivement, donc nous avons passé un très bon moment avec ces 6 nommées qui toutes sont passionnées, avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie et qui tentent de répondre à des problématiques ou en tout cas des externalités du monde d'hier, notamment donc en matière de développement de sociétés beaucoup plus diverses, de sociétés beaucoup plus durables, avec des solutions pour les grands groupes notamment des sociétés qui travaillent sur la valorisation des ingrédients, des savoir-faire locaux et donc un grand plaisir de pouvoir échanger avec elles. Ce que nous leur avons dit, c'est déjà de les féliciter, de leur dire qu'elles ont aussi un rôle, c'est-à-dire d'être des rôles modèles dans leur territoire et de pouvoir échanger avec des dirigeantes plus jeunes. Ce que l'on voulait aussi se dire, c'est que finalement, le terme de diriger sa société en bon père de famille pourrait l'être pour toutes ces sociétés-là dirigées par des femmes, bonne mère de famille également. Et voilà, donc voilà, ambition de pouvoir créer cet écosystème, l'animer sur la durée.
Merci en tout cas pour cette démarche d'avoir rencontré toutes ces finalistes. Merci d'être notre partenaire sur ce dernier live des femmes de l'économie. Et je sais que comme moi, vous êtes maintenant impatiente de découvrir le palmarès de ce prix Femmes Chefs d'entreprise. Et ben, c'est ce que je vous propose de faire tout de suite, Claire. Merci beaucoup. Merci Priscille, merci à tous. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent inconditionnellement, vous le savez, nous avons déjà remis 3 prix. Le premier, c'était le prix Femmes porteuses de projet. Puis, il y a eu Innovation sociale. Il y a 15 jours, nous avons remis le prix Femmes chefs d'entreprise prometteuses. Et ce soir, vous l'avez compris, c'est le prix Femmes chefs d'entreprise que nous allons remettre. Et dans cette catégorie, nous allons récompenser une femme dont le parcours a valeur d'exemple. Alors, dans cette catégorie, nous avons 6 nommés que je vous propose de découvrir maintenant en images. Regardez. Alors, la première, c'est Laetitia Allemand. Elle est vigneronne et elle dirige le domaine qui porte son nom, le domaine allemand en région PACA. Ensuite, nous avons Lucie Bache, qui est la fondatrice et présidente de Too Good To Go en Île-de-France. Émilie Gavagnier, directrice associée des cafés Di Costanzo en Occitanie. Catherine Huard-Lefin, elle est CEO de iTakeaway en Occitanie également. Anna Lévesque est présidente directrice générale de Handicall en Île-de-France. Et enfin, Pamela Magotte, la fondatrice et dirigeante du Jouet français en région PACA. Alors, qui sont nos 3 lauréates dans cette catégorie femmes chefs d'entreprise? Toutes les finalistes sont évidemment impatientes de savoir si leur nom figure au palmarès. Je vous propose donc de ne pas perdre de temps et de vous dévoiler ce fameux palmarès tant attendu. Attention, vous êtes prêts? Roulement de tambour, les 3 lauréats du prix femmes chefs d'entreprise sont... Bravo à toutes les 3. Laetitia Allemand, vigneronne, qui dirige donc le domaine qui porte son nom, le domaine allemand. Catherine Huard-Lefin, CEO de iTakeaway. Et Anna Lévesque, présidente, directrice générale de Handicall. Bravo, félicitations. Vous restez évidemment avec nous puisque je vous propose maintenant de découvrir chacune d'entre elles. On va se connecter et on se connecte tout de suite pour commencer avec la première lauréate dans l'ordre alphabétique de ce prix Femmes chefs d'entreprise. Et notre première lauréate, c'est donc Laetitia Allemand, une vigneronne qui dirige le domaine qui porte son nom, le domaine allemand, donc en région PACA, et plus précisément dans les Hautes-Alpes, aux portes de la Provence. On imagine ces magnifiques paysages qui vous entourent. Vous gérez donc votre domaine viticole, qui est un domaine familial, et vous en élaborez les vins. Et votre particularité à vous, Laetitia, c'est que vous avez sauvegardé un cépage rare du patrimoine viticole alpin. Alors, comment avez-vous fait ça? Expliquez-nous. Alors, c'est une démarche qui a été initiée par mon père dans les années 90 pour sauver un cépage, c'est-à-dire une variété de raisin très rare de l'arc alpin qui s'appelle le Mont-Larc. Ça veut dire petit mont, petite montagne chez nous. Pourquoi il était en danger? Parce qu'on laissait mourir les vieilles parcelles. Et puis, plus triste encore, on l'arrachait dans ma région pour le remplacer par des variétés de raisins plus à la mode à l'époque, plus productives, plus faciles à travailler et plus internationales, comme le Merlot, par exemple, qu'on trouve partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie, etc. Il y avait donc une sorte d'uniformisation, de standardisation et quelque part d'appauvrissement de la biodiversité que mon père trouvait dommage. Et donc, il a engagé un travail avec l'Institut français de la vigne pour sauver ce cépage qui allait purement et simplement disparaître. Il a sélectionné dans nos vieilles parcelles des pieds de mollard, il les a étudiés en ferme expérimentale avec le ministère de l'Agriculture. Au bout de 15 ans d'expérimentation, ils en ont sélectionné 2 individus qui étaient particulièrement intéressants, qui résistaient bien aux maladies, qui étaient super bons au niveau du goût, pour les replanter dans ce qu'on appelle une vigne verte, qui est aujourd'hui au domaine, et ce qui a permis d'avoir du matériel génétique sain pour pouvoir replanter ce cépage dans de bonnes conditions et donc le sauver. Aujourd'hui, il en reste 15 hectares dans le monde, ils sont tous dans les Hautes-Alpes et il y en a 7 sur le domaine.
Eh ben, effectivement, félicitations. Alors peut-être un mot des particularités de ce cépage que j'avoue, je connais mal pour ma part. Effectivement, puisqu'on le trouve, c'est quelque chose de très rare. Nous, on trouve qu'il a plusieurs intérêts. D'abord, il est très bien adapté à notre terroir. Il est là depuis toujours. Il est particulièrement bien adapté au climat, aux résistance aux maladies qu'on peut avoir dans la région. Les cépages, c'est un peu comme les animaux finalement. Si vous voulez mettre partout des ours polaires, ça va bien marcher au pôle Nord, ça va moins bien marcher au Sahara. Et ben les cépages, nous on trouve que c'est pareil. Quand ils sont sur un terroir depuis toujours, il y a des raisons. Et puis il est au cœur d'enjeux qui sont très actuels. Il y a en ce moment pour les vignerons un enjeu climatique qui est énorme. Avec le réchauffement, la végétation des vignes sort de plus en plus tôt pendant l'hiver et non plus au printemps. Et du coup, quand il y a un coup de gel au printemps, ça tue la récolte. Or, le Mollard, c'est un vieux cépage un peu rustique. Il est ce qu'on appelle à débourrement tardif, ce qui fait que ses feuilles et sa végétation sortent tard. Et du coup, le phénomène climatique l'impacte beaucoup moins, ce qui fait qu'aujourd'hui, il intéresse beaucoup de vignerons. Et puis, il a un autre avantage avec le réchauffement climatique. La température monte, le degré d'alcool du coup des vins monte puisqu'il se concentre plus en sucre. Et très vite, sur des merlots, des syrahs, on arrive à du 15-16 degrés. Le Mollard, comme il avait un petit degré d'alcool au début, on arrive qu'à 12,5. C'est super intéressant pour le consommateur qui va faire un peu attention à ce qu'il consomme. Et puis, on trouvait aussi qu'au niveau du goût, c'est un cépage qui est excellent, qui fait des rouges très légers, très fruités, très élégants. C'est un peu ce qu'on appelle les vins de copains qui sont très demandés par la jeune génération de consommateurs et qui se prêtent notamment très bien au vin nature sans sulfite. Il a une belle acidité qui permet de faire ce genre d'expérience. Et du coup, c'est vraiment dans l'air du temps. Oui, donc c'est un très vieux cépage, mais un cépage d'avenir, puisque si je vous comprends bien, il répond particulièrement bien aux grands enjeux d'aujourd'hui. Alors très rapidement, pour conclure ce petit entretien, d'abord, quelles sont les valeurs prônées par votre entreprise? Qu'est-ce qui vous guide en 2 mots? Nous, c'est vraiment de travailler de façon très familiale et artisanale. On est très attaché, par exemple, à faire des vendanges à la main pour faire travailler des gens, des locaux. Et puis, l'autre axe fort, c'est l'environnement. On a décidé, par exemple, de retravailler une grande partie de notre parcellaire au cheval. Bravo, félicitations. Vos perspectives de développement en 1 seconde? Alors, je veux qu'on reste vraiment un tout petit domaine. On n'a pas vocation à s'étendre. En revanche, moi, je veux développer des activités pour sensibiliser le public, notamment le jeune public et les enfants, à ces problèmes de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. Je voudrais donc créer un conservatoire des cépages alpins et développer des visites, de la pédagogie, des ateliers, autour de ça, pour sensibiliser les consommateurs et les consommateurs de demain. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bravo en tout cas pour cette initiative. Et on se connecte maintenant à notre 2e lauréate. Alors, en direct live de la région Occitanie et plus précisément de Toulouse, on retrouve Catherine Huard-Lefin qui est CEO de Hi-Take-Way et qui donc remporte ce prix. Alors vous avez été inscrite à votre insu par votre équipe au Trophée des femmes de l'économie et aujourd'hui, vous êtes lauréate. Alors d'abord, bravo, j'imagine que vous êtes surprise et fière. Vous êtes à la tête d'une entreprise toulousaine que vous avez créée et qui est un bureau d'études et d'ingénierie, mais pas seulement. En effet, Hi-Take-Way a une particularité puisqu'elle a obtenu l'agrément d'entreprise adaptée par la Directe. C'était en 2013 et non pas 1913, mais en 2013. Et aujourd'hui, près de 70% de vos salariés sont en situation de handicap. C'est bien cela, Catherine? Absolument, absolument. Personnellement, j'ai une vie, je suis ingénieure de formation, donc j'ai une vie très riche. Très riche, je suis aussi pilote d'avion. Et dans mon ancienne vie, oui, vous étiez ingénieur dans l'aéronautique, c'est ça, hein? Absolument. Bon, à Toulouse, c'est pas très original, mais bon. Et en fait, je dirigeais une entité de 200 personnes et j'avais vraiment un souci pour recruter des personnes en situation de handicap et même globalement des personnes dont le parcours sortait des sentiers battus. Et en 2008, j'ai décidé de faire un 180, comme on dit en avion, et de me lancer, de créer mon entreprise avec mes propres valeurs managériales, mes valeurs sociétales, et pour permettre à des personnes, alors majoritairement handicapées, mais pas que, des personnes éloignées de l'emploi de façon générale, d'accéder à des métiers à très forte valeur ajoutée. Voilà. Et j'ai créé Hi-Take-Way.
qui s'est développée et pendant 5 ans, je me suis développée sans agrément entreprise adaptée. J'ai eu cet agrément en 2013 qui m'a donné un petit coup de pouce, faut bien le reconnaître, pour travailler avec les grands comptes aéronautiques toulousains et justement positionner les salariés sur des missions à forte valeur ajoutée. Voilà. Oui, parce que vous me l'avez dit, hein, cet agrément de la directe, quand même, ça facilite les choses. Est-ce qu'on manage de la même manière des salariés en situation de handicap des autres salariés? Eh bien non. En fait, personnellement, donc comme vous l'avez dit, j'ai 70% des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, donc j'ai aussi 30% de personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et alors, je ne fais aucune distinction de management. On a un management bienveillant, qui sont mes valeurs personnelles et qui devraient normalement être les valeurs de toute entreprise qui se respecte. Bien sûr, ça prend tout son sens quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont eu des parcours de vie chaotiques, qui ont interrompu leur mission, qui ont repris, qui ont changé de métier, qui ont été baladés et qui finissent souvent malheureusement à Pôle emploi ou à Cap emploi parce qu'ils sont plus employables selon les critères de notre société, qui est quand même assez dur, hein, surtout en matière de technique. C'est très normé, très normatif. Donc là, à ce niveau-là, on a un parcours bienveillant, on donne de la formation, on accompagne les personnes. Mais dans le management au quotidien, non. Si on veut être une entreprise et on est une entreprise et qu'on veut être encore une entreprise dans 5 ans, 10 ans, il faut absolument que on soit la plus normale possible. Donc avec des gens motivés et un management le même pour tout le monde. Et un management de la bienveillance, on l'a bien compris. J'avais envie qu'on revienne sur vos valeurs, mais quelque part, vous venez de les évoquer. Ces valeurs qui vous sont propres et que vous insufflez dans votre entreprise. Quelles sont les ambitions d'I-Techway? Alors en fait, Hi-Techway, d'abord l'ambition d'être une entreprise normale, rentable, profitable. Dans notre bouche à tous, quand je dis à tous, c'est à moi, mais aussi aux encadrants, le profit n'est pas un gros mot. Le profit, c'est nécessité pour une entreprise aujourd'hui. Et il faut qu'une entreprise crée de la valeur, crée de la richesse. Il faut juste, dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, comme c'est le cas pour Hi-Techway, il faut juste que cette richesse, elle profite à tous. Elle profite aux salariés, à l'entreprise dans son développement, mais également de toutes les parties prenantes, que ça soit l'environnement, la société, voilà. Mais il faut être une entreprise. On ne peut pas compter sur les aides de l'État tout le temps, même si on en a et qu'on les apprécie aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'elles seront dans quelques années. On ne connaît pas la politique en matière de handicap dans les années prochaines. Donc, l'ambition, c'est d'être une belle entreprise financièrement qui tient la route et qui peut offrir à ses salariés des vraies perspectives de carrière. Merci beaucoup, Catherine Huard-Lefin, et bravo également à votre équipe de vous avoir inscrit encore une fois à votre insu. Mais ils ont eu du nez. Bravo à tous et on se connecte tout de suite avec notre 3e lauréate. Bonjour Anna Lévesque, vous êtes la présidente directrice générale de Handicall. Vous êtes en live avec nous d'Étampes en Île-de-France. Handicall est une entreprise qui est spécialisée dans l'externalisation de la relation client et des processus métiers en entreprise. Et c'est une entreprise que vous avez reprise avec votre papa. Et alors, ça tombe bien, on vient de parler de handicap avec notre 2e lauréate et il se trouve justement que Handicall est une entreprise adaptée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion? Oui, bonjour Priscille. Donc oui, Handicall est une entreprise qui est spécialisée dans l'externalisation de la relation client et des solutions de BPO. Et notre particularité, c'est que nous sommes une entreprise adaptée, c'est-à-dire que nous participons à l'intégration de personnes en situation de handicap dans ce métier de la relation client. Notre rôle est vraiment sur la professionnalisation et le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, on a 5 sites en France, Bordeaux, Tours, Chartres et Lyon, avec un siège en Île-de-France à Étampes où je me trouve. Et on est 300 personnes qui participent finalement à une société plus inclusive. Alors, je l'ai dit en préambule, hein, c'est une entreprise que vous avez reprise avec votre papa. Pourquoi avoir fait ce choix de reprendre une entreprise adaptée? Parce que dans l'idée que l'on s'en fait, c'est une entreprise sans doute plus compliquée à gérer qu'une autre. En tout cas, c'est peut-être une idée reçue, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. Comment vous est venue à vous cette idée-là? Pourquoi?
Alors, la reprise dans Nicole, c'était avant tout une rencontre entre mon père et cette société qui avait été créée en 2004 et qu'on a rencontrée en 2006 avec, effectivement, comme vous le disiez, un certain nombre d'idées reçues sur le handicap. Nous-mêmes, on avait une totale méconnaissance de ce qu'était le handicap et notamment de la diversité des situations que ça revêtait. Et notre projet, à ce moment-là, quand on rencontre cette société qui est en difficulté, puisqu'elle est en redressement judiciaire, c'est finalement d'être utile, de donner du sens aussi à nos actions et donc de nous engager dans la reprise et le développement de cette société. Quand on voit qu'aujourd'hui encore, on a 500 000 personnes qui sont en situation de handicap, qu'en face de cela, on a finalement des entreprises qui cherchent des solutions à la fois performantes, mais qui intègrent aussi cette responsabilité sociale des entreprises, qui est un enjeu majeur. On s'est dit qu'on avait une opportunité de proposer un service différenciant basé sur des valeurs locales et humaines. Et quelles sont aujourd'hui vos ambitions, vos perspectives de développement ? On a vécu une année, alors dans un contexte particulier, je dirais comme beaucoup d'entreprises, mais on a eu la chance de se déployer rapidement en télétravail et donc d'avoir un impact relativement modéré sur notre croissance. On est à fin octobre sur une croissance à 2 chiffres, donc un fort développement. Et on a vraiment une capacité d'adaptation importante. Mon ambition finalement, c'est d'accélérer encore cette croissance parce que on voit qu'on a un marché qui est là, qu'on a des personnes qui ont toujours la même difficulté à rentrer dans le marché de l'emploi alors qu'elles ont des compétences, mais qu'il y a un certain nombre de freins et qu'on a un rôle à jouer vraiment dans cette professionnalisation et on a un objectif de doubler à horizon 2024. Eh bien, écoutez, on croise les doigts. On imagine combien ce prix doit vous faire plaisir. On en est ravis, en tout cas. Encore une fois, félicitations. Et merci d'ailleurs à nos 3 lauréates de ce prix Femmes Chefs d'entreprise. Bravo, évidemment, vous le méritez toutes les 3. Et tout de suite, eh bien, je vous propose qu'on passe au prix des réseaux. C'est la nouveauté de cette édition 2020 des Trophées des femmes de l'économie, le fameux prix des réseaux. Alors, c'est quoi et comment ça marche? Pour celles qui nous rejoignent juste sur cette édition, eh bien, c'est l'occasion pour vous de repêcher une de nos finalistes, une finaliste qui n'est pas lauréate. Ce qui veut dire que vous allez avoir le choix entre Lucie Bache, qui est la fondatrice et présidente de Too Good To Go, qui nous vient d'Île-de-France, Émilie Gavagné, la directrice associée des cafés Di Costanzo, qui elle nous vient d'Occitanie, ou encore Pamela Magotte, la fondatrice et dirigeante du Jouet français, qui nous vient, elle, de la région PACA. Mais pour pouvoir les départager, ces 3 chefs d'entreprise, il faut évidemment que je vous en dise un peu plus sur leur profil et sur leur entreprise, justement. Je vais donc prendre quelques secondes, quelques minutes pour vous présenter ces 3 finalistes, si vous en êtes d'accord. Alors, on commence avec Lucie Bache, qui est donc la fondatrice et présidente de Too Good To Go, qui est une application qui connecte les commerçants qui ont des invendus avec les habitants du quartier, qui vont ainsi pouvoir récupérer à la fermeture ces fameux invendus à petit prix et sous forme de panier surprise. C'est un concept gagnant-gagnant et surtout une formidable façon de lutter contre le gaspillage, vous en conviendrez. Ensuite, donc, nous avons Émilie Gavagné, directrice associée des cafés Di Costanzo, qu'elle gère depuis 12 ans avec son mari. Ils sont tous les deux installés, ils ont de la chance, au cœur de la campagne gersoise en Occitanie. Cet artisan torréfacteur, ou artisane d'ailleurs torréfactrice, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, propose des cafés en grains ou moulus, haut de gamme, aux professionnels de la restauration et travaille avec des producteurs partenaires à la recherche de nouveaux terroirs. Je ne sais pas vous, mais je sens la bonne odeur de café jusqu'ici. Enfin, Pamela Magotte, qui est fondatrice et dirigeante du Jouet français,
qui est la première et d'ailleurs la seule enseigne qui vend des jouets exclusivement fabriqués en France, sur le net et en boutique physique. Pour pallier les diverses problématiques du marché, eh bien Pamela, elle a imaginé un concept où se mêlent boutique physique et parc récréatif sous forme d'ateliers scientifiques, créatifs, culinaires et d'anniversaires sur mesure. C'est malin, évidemment, comme ça les enfants peuvent jouer tout en apprenant. Voilà donc pour nos 3 finalistes que vous allez donc maintenant devoir départager. Je suis assez d'accord avec vous, ça va être compliqué tellement ces profils sont différents et très intéressants. C'est pourtant ce que l'on va vous demander de faire là tout de suite maintenant en leur remettant donc ce fameux prix des réseaux. Laquelle allez-vous repêcher? Eh bien, c'est maintenant que vous votez. Vous avez 20 secondes pour cela. Ça vote, ça vote. On me dit que vous êtes nombreux et nombreuses à vous connecter et à voter. Alors, pendant que la régie comptabilise tous vos votes, eh bien, je voudrais vous rappeler que si vous avez manqué le début de ce 4e live et donc notre palmarès du prix Femme Chef d'entreprise, vous pourrez retrouver le replay de cette édition dès demain matin sur les réseaux sociaux des femmes de l'économie, réseaux sociaux d'ailleurs sur lesquels vous pouvez également retrouver le live de nos 3 soirées digitales, celles au cours desquelles nous avons remis les prix Femmes porteuses de projets, innovation sociale et femmes chefs d'entreprise prometteuses. Ça, c'était il y a 15 jours. Donc, connectez-vous sur nos réseaux sociaux dès demain matin pour revoir le replay et pour revoir tout ce que vous voulez revoir. Alors, il y a du monde qui a voté visiblement. On est encore en train de comptabiliser vos votes. C'est super pour nous parce que ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, c'est une vraie reconnaissance parce que je ne vous cache pas que ça a été compliqué de se réinventer cette année et de voir que vous êtes toujours là et toujours nombreux. Ça fait toujours plaisir. Alors, que me dit la régie dans l'oreillette qui me relie à eux? Ça rame, il y a trop de votes, vous avez trop voté. Alors, en tout cas, pour ménager le suspense, vous aviez le choix entre Lucie Bache pour Too Good To Go, Émilie Gavanier pour les cafés Di Constanzo, et Pamela Magotte pour le jouet français. Alors, qui avez-vous choisi? À qui avez-vous choisi de décerner ce prix des réseaux, Quel finaliste avez-vous repêché? Alors, la régie va nous afficher les résultats que je vais découvrir en même temps que vous. Est-ce qu'ils arrivent, ces résultats? Alors, attention, c'est Lucie Bache qu'on peut applaudir même à distance. Bravo Lucie, avec qui on va se connecter tout de suite. J'espère que ça va marcher, qu'elle est avec nous, Lucie Bache, la fondatrice et présidente de Too Good To Go, donc cette fameuse application qui lutte contre le gaspillage. On est évidemment ravis de vous avoir en ligne, Lucie. C'est quand même un concept et cette application qu'on utilise de plus en plus dans les grandes villes, en tout cas. Et moi, je suis ravie personnellement que vous soyez récompensée ce soir, Lucie. Est-ce que Lucie est là ou pas? Elle est où, Lucie? Elle est là, Lucie. Voilà, je reconnais Lucie. Bonsoir, Lucie Bache. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en live. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Et vous? Parfait. Alors, félicitations. Bravo. Le public a ce soir décidé de vous attribuer ce fameux prix des réseaux. Alors, d'abord, peut-être une première réaction, puis on reviendra ensuite sur votre application. Non, je suis hyper contente, hyper honorée. Forcément, ça fait toujours très plaisir et notamment encore plus d'être repêchée par la communauté, on va dire. Donc ravie d'être là et puis de représenter la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ouais, c'est vraiment une application qui a cette ambition-là, qui existe déjà depuis un petit moment, qui commence à avoir une petite notoriété, qui fonctionne plutôt très très bien. Quelle est justement l'actualité de Too Good To Go? On peut peut-être y revenir quelques secondes?
Oui, alors là, on s'est lancé il y a quasiment 5 ans maintenant. Donc ça commence à faire un moment, effectivement. Aujourd'hui, on est présent dans 14 pays en Europe. On a plus de 28 millions de consommateurs. On vient de passer la barre des 50 millions de repas sauvés. Donc ça fait plaisir de voir qu'on peut Bravo. vraiment avoir un impact quand on met tous la main à la pâte. Et puis là, notre grosse actualité, c'est que je vous parle aujourd'hui des États-Unis. Vous voyez, chez moi, il fait encore jour, puisqu'on vient de lancer dans les villes de New York et Boston pour essayer de venir amener notre mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire de l'autre côté de l'océan. Et donc, on pense qu'on peut vraiment avoir un impact d'ampleur ici aussi. En Europe, on a vraiment vu qu'on arrive à faire bouger les mentalités au quotidien sur ce sujet très important. Aujourd'hui, on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir construire un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire pour faire vraiment changer les choses sur le sujet. Et merci à la technologie qui nous permet effectivement de vous parler alors que vous êtes très très loin de nous. Bravo en tout cas pour ce prix évidemment, mais surtout pour cette application qui, comme je le disais, connaît un vrai succès. Et si en plus vous arrivez à la déployer au-delà de nos frontières, eh bien, écoutez, nous on en est ravis. On vous souhaite plein de belles choses. Bravo à vous. Merci beaucoup, on va faire au mieux et en tout cas, ce prix, c'est un vrai bel encouragement. Donc merci à tous et merci pour l'organisation qui est remarquable malgré les circonstances. Oui, tout à fait. On peut embrasser nos équipes qui travaillent dans l'ombre au bon déroulement de cet événement. Bravo, Lucie Bache, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en live de si loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Allez, tout de suite, je vous propose de retrouver le fondateur des Trophées des femmes de l'économie, Pierre Dantès. Bonsoir Pierre Dantès, que je suis heureuse de vous accueillir sur ce live. Vous nous avez manqué sur les 3 premiers, même si vous étiez juste derrière votre écran. Je le sais, vous avez surveillé ça de près. En tout cas, ce soir, vous êtes en live avec nous et ça nous fait très plaisir. D'autant que vous avez créé, il y a 11 ans déjà, je crois, les Trophées des femmes de l'économie. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le pourquoi, sur la genèse de ce projet. Comment est né cet événement? Et puis, quel était l'objectif quand vous l'avez créé? Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, l'objectif n'était pas l'état premier. Au départ, la création s'est faite d'un constat à la rencontre lors de différents rendez-vous d'entretien avec des femmes qui étaient PDG de très très belles structures dans le sud de la France, à Marseille. Et puis l'idée a cheminé en disant pourquoi pas les mettre en lumière, parce que je ne savais pas qu'elles existaient et qu'elles étaient aussi nombreuses dans un premier temps, et puis créer des trophées justement pour les rendre visibles, et non pas visibles dans l'invisible, mais visibles réellement en termes de mise en avant, au devant de la scène, et voilà. Donc c'est devenu un objectif par la suite, puisque partant de Marseille, on a chaque année travaillé de région par région pour arriver en 11 ans à être présent sur l'ensemble national. Et pourtant, 11 ans après, Pierre, si on doit faire un constat, ce qu'on peut se dire, c'est en tout cas qu'on est toujours aujourd'hui loin de l'égalité homme-femme. Ça, c'est clair. Et il y a encore beaucoup de travail, puisque l'égalité, en dehors des quelques efforts du 440 et du SB 120, sans rentrer dans les détails, qui ont réussi, grâce à la loi Copé-Zimmermann, à avancer. Un bon ami chercheur, Patrick Bannon, qui a une chaire sur l'égalité à Dauphine, écrivait récemment que l'égalité en France et en Europe était en régression, et que si nous continuons comme ça, nous aurons l'égalité en 2222. Donc il faut continuer à se battre, continuer ces mises en lumière de toutes ces femmes qui dirigent les entreprises. Alors, vous le savez, ce soir, c'est le 4e et dernier live des Trophées de l'économie version digitale. Et évidemment, j'ai envie de vous tendre le micro pour conclure ce live. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir ? Déjà, merci à vous d'avoir animé ces différents lives. Merci à l'ensemble des candidates qui ont osé candidater. Ce n'est pas simple de se mettre devant une page blanche. Merci à l'ensemble des réseaux qui nous accompagnent pour trouver justement ces candidates et les propulser, les mettre en lumière grâce à la constitution du jury. Merci à Esther Livio et Laura Nogelin qui sont aux manettes de toute cette manifestation en live et avant en présentiel, bien sûr. Et puis merci à l'ensemble des partenaires qui sont
fidèles de fidèles à travers les années. Je cite Harmonie Mutuelle, c'est Caisse d'épargne, pardonnez-moi, Apicap, IGS et bien d'autres encore qui viennent nous accompagner régulièrement. Mais ce sont les partenaires premium que je tenais à remercier. Et merci du fond du cœur à tout le monde. Il faut absolument continuer cette mise en lumière et cette visibilité que ces femmes à la gouvernance n'ont pas. Donc, continuons ensemble. Merci beaucoup, Pierre. Merci surtout d'avoir créé ces trophées des femmes de l'économie, cet événement extraordinaire qui nous permet d'aller à la rencontre de femmes tout aussi extraordinaires. Et vous avez raison, il faut que ça continue. On vous embrasse très fort, Pierre, et à très, très vite. Alors voilà, on arrive au terme de ce 4e live des trophées des femmes de l'économie. Quel plaisir pour nous d'avoir pu partager avec vous tous ces bons moments. On ne va pas vous mentir, et je vous le disais tout à l'heure, ça a été un véritable challenge de se réinventer. Mais quel bonheur d'avoir pu poursuivre cette aventure et surtout de constater à chaque live que vous étiez de plus en plus nombreux à nous suivre. Et c'est le cas notamment ce soir. Donc, on vous remercie beaucoup. Avant de partir, vous le savez, on a encore besoin de vous pour évaluer ce dernier live grâce aux smileys qui vont s'afficher sur votre écran. Merci de prendre encore quelques minutes pour pouvoir nous attribuer cette note. Je voudrais, pendant que vous vous occupez justement de tapoter sur vos smileys, eh bien, vous remercier tous et remercier tout particulièrement ceux qui, dans l'ombre, travaillent au bon déroulement de ces éditions. Je pense à Esther et à Laura, que j'embrasse très, très fort. Elles font un travail incroyable. D'ailleurs, toutes les lauréates vous le diront. Elles les ont toutes eues au téléphone et c'est un travail acharnée et qui est évidemment prolifique et qu'elle nous donne à chaque live. Moi, je suis même émue en vous en parlant parce que je trouve que ce sont 2 jeunes femmes extraordinaires et c'est dommage qu'on puisse pas vous les montrer. Je vous embrasse les filles parce que je sais qu'elles sont là dans mon oreillette et qu'elles sont en train de rougir. On vous embrasse toutes. Et puis, un dernier message, évidemment. On va pas vous laisser comme ça car même si cette crise n'est pas facile, surtout, ne renoncez pas. La clé, c'est évidemment la solidarité. Prenez soin de vous. On vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Et évidemment, on vous embrasse. À très, très vite.